Est-ce normal de devenir le Joker parce que cette société pourrie ne correspond pas à vos idéaux philosophiques? Est-ce qu'il faut anéantir la moitié de l'humanité pour réaliser votre écofascisme à visage humain? Est-ce juste de séquestrer votre famille et la couper de tout lien avec la civilisation pour assurer votre éthique libertarienne héritée de Noam Chomsky? La pop culture est pleine de ces exemples de vilains ou de personnages à la morale un peu grise qui se justifient avec des idéaux philosophiques et sont prêts à faire le pire pour faire le mieux. La question sous-jacente à ces représentations est la suivante. Le philosophe est-il un tyran qui s'ignore? Est-ce que le tyran est un philosophe qui a réussi? La philosophie a toujours eu des rapports ambivalents, voire assez sombres avec la politique, et la politique la plus autoritaire. On peut penser à l'exemple le plus ancien de Platon, qui est parti en Syracuse pour conseiller son tyran, Dionysos. Et Dionysos de Syracuse n'en avait rien à foutre des conseils du twink athénien et l'a envoyé retourner à ses pénates. Pourtant, a priori, cette image nous étonne. Le philosophe passe plutôt pour un sage, un modéré, quelqu'un qui serait favorable à la liberté de penser, la liberté académique, en tout cas la modération politique, la paix entre les hommes. Pourquoi irait-il s'associer à un régime violent, mouvementé, irrationnel? C'est cette question qu'aborde de front Alexandre Kojève dans un commentaire du grand texte de Léo-Strauss sur la tyrannie. Deux questions se posent. Le tyran a-t-il besoin du philosophe pour être un bon tyran? Mais surtout, le philosophe a-t-il vocation à conseiller le tyran? Vous regardez Quoi la Blaise, je suis votre hôte, Ronan Erebus. C'est mon plaisir de vous accompagner dans ces pérégrinations philosophiques sur cette chaîne qui n'a ni ordre ni aucune cohérence et qui ne parle que de ce qui me plaît, et j'espère que ça vous plaira aussi. Quelques rappels s'imposent pour comprendre ce que Kojève a à nous dire. Premièrement, qu'est-ce qu'une tyrannie? Deuxièmement, pourquoi Léo-Strauss en parle? Qu'est-ce qu'il a à nous en dire? Et troisièmement, surtout, qui est Alexandre Kojève? D'abord, qu'est-ce qu'une tyrannie et pourquoi Léo-Strauss invoque cette catégorie? Une tyrannie, c'est un régime politique qui renvoie à une classification antique. C'est une façon de ranger les régimes politiques qui appartient au monde des anciens. Cette classification est en double entrée. D'une part, elle repose sur le critère du nombre, donc le nombre de personnes qui détiennent le pouvoir. Ainsi, une seule personne qui détient le pouvoir, c'est une monarchie. Un groupe privilégié de personnes, c'est une aristocratie. Et quand c'est l'ensemble de la communauté qui participe au pouvoir, eh bien c'est la démocratie. Mais ce premier critère se double d'un second, qui est le critère de la corruption, ou du moins de la soumission de ce pouvoir au droit, à la loi. On pourrait dire que c'est la différence entre les régimes qui sont vertueux et les régimes qui sont déviés. Ainsi, parmi les régimes qui n'ont qu'un seul souverain, il faut distinguer entre la monarchie, qui est soumise à la loi, et la tyrannie, où le tyran gouverne par sa seule volonté, par son caprice. Dans le régime avec quelques personnes qui détiennent le pouvoir, eh bien, il y a l'aristocratie, qui est le gouvernement des meilleurs, et l'oligarchie, qui est le gouvernement de quelques-uns qui gouvernent uniquement par leur volonté particulière. Et enfin, dans le gouvernement de tous, eh bien, si vous êtes Platon, eh bien, il n'y a pas de différence. La démocratie, c'est toujours la démocratie. Pour Platon, il n'est pas possible de faire gouverner la masse selon la loi et la raison. La démocratie est forcément un régime dévié. Chez Aristote, eh bien, il faut distinguer entre la politeia, qui est le gouvernement constitutionnel, le gouvernement juste, où chacun participe selon sa capacité, et l'ochlocratie. L'ochlocratie, c'est le gouvernement de la foule, le gouvernement de la masse. Donc c'est le gouvernement où le peuple gouverne selon ses désirs et ses affects, et non pas selon la raison. La tyrannie apparaît donc comme le régime qui a deux critères. Le critère du nombre, un seul tyran, et ce tyran n'agit pas selon la raison, n'agit pas selon une loi, n'agit pas selon le droit, mais selon sa volonté propre, et donc peut recourir à la violence, à la propagande envers ces sujets. C'est cette classification antique que Léo-Strauss veut réhabiliter quand il publie son texte sur la tyrannie en 1949. Il le fait dans un but très précis, qui est un but polémique, qui est de combattre la catégorie, en tout cas plus précise, de totalitarisme, qui, à cette époque, est défendue par la philosophe Hannah Arendt. Oui, on va pas se laisser expliquer la politique par une gonzesse, non? Autant faire confiance à un mec qui est mort il y a 2300 ans. Pour Léo-Strauss, en vérité, ces totalitarismes contemporains, on peut penser à l'URSS ou l'Allemagne nazie, ne sont pas si différents des tyrannies antiques. En vérité, il y aurait beaucoup à apprendre des auteurs antiques et de leurs concepts pour comprendre la réalité contemporaine. Ça, c'est une thèse classique et récurrente chez Léo-Strauss.
Les modernes méprisent les anciens, mais ils auraient beaucoup à apprendre d'eux s'ils les lisaient correctement. Et Léo-Strauss va profiter de Sur la tyrannie pour se poser la question effectivement de la participation du philosophe à la vie politique et à la vie tyrannique. Effectivement, Léo-Strauss n'est pas sans savoir qu'il y a un appareil idéologique et un appareil de propagande très important dans la plupart des grandes tyrannies qui lui sont contemporaines, et que la plupart de ces totalitarismes se revendiquent d'une philosophie particulière, que ce soit la philosophie marxiste ou marxiste-léniniste pour l'URSS, ou bien un darwinisme social ou un nietzschéisme profondément subverti par l'Allemagne nazie. Léo Strauss insiste surtout sur le critère, en vérité, du rapport à la loi. En gros, c'est justement ce défaut de rapport à la loi et de rapport à une loi prédéfinie qui encadrerait le pouvoir du tyran, qui concentre l'attention de Léo Strauss et lui permet de faire une analogie entre la vocation du tyran et celle du philosophe. Léo Strauss va être extrêmement provocateur en allant jusqu'à dire que finalement, cette absence de rapport à la loi, donc le fait que le tyran est dans un rapport direct à ces sujets, est à la fois une force et une faiblesse. Une faiblesse parce qu'effectivement, le tyran ne peut pas reposer sur la légitimité que lui offre l'exercice légal de son pouvoir. Donc, c'est un pouvoir assez précaire qui ne repose que sur la capacité du tyran à soumettre ces sujets. Et même, Léo Strauss dit un point assez intéressant, c'est qu'il dit finalement que le tyran ne gouverne pas par la loi, mais finalement gouverne par l'amour. C'est-à-dire, en gros, c'est une thèse importante pour Léo Strauss, c'est que le désir qui anime le tyran, c'est le désir d'être aimé par ses sujets. Ainsi, pour Strauss, même le plus cruel des tyrans continue de vouloir avoir l'affection de son peuple. Take assez osé quand même pour un mec qui a été expulsé d'Allemagne par les nazis pour aller en Angleterre. En Angleterre! Pour Léo Strauss, finalement, tandis que les gouvernants des gouvernements vertueux ont finalement des buts souvent politiques, et donc sont des gouvernants nés, eh bien le tyran est avant tout un citoyen. C'est quelqu'un qui finalement aime tellement sa cité, qu'il pense être, de façon un peu narcissique, il pense être le meilleur pour la gouverner, pour apporter le bien à ses concitoyens. Mais il va le faire d'une façon donc du coup qui n'est pas encadrée par la loi, et donc qui peut être extrêmement violente. Mais en même temps, cette absence de rapport à la loi fait aussi que le tyran peut être, et ça c'est la thèse assez polémique de l'ouvrage de Léo Strauss, le meilleur moyen d'accéder à l'excellence pour les sujets. Il faut bien ici comprendre l'analogie implicite que fait Léo Strauss entre le tyran et le philosophe, c'est que là, le tyran se retrouve presque dans une relation directe à ses sujets, comme le philosophe avec ses disciples. Le tyran a carte blanche pour remodeler, réformer la cité, pouvoir faire librement tout ce qu'il veut. Il est dans une situation de liberté qui ressemble, on va voir qu'elle en est différente, mais qui ressemble à celle du philosophe. Et effectivement, Léo Strauss va insister sur le fait que la tyrannie peut développer des vertus importantes chez les citoyens. Par exemple, la vertu de prudence ou de modération, puisqu'effectivement, face aux caprices et aux volontés du tyran, les sujets vont apprendre à se modérer pour éviter de l'énerver, ou du moins pour éviter de s'exposer au danger. Pour Léo Strauss, c'est une vertu extrêmement importante et qui justement éloigne des vices que Léo Strauss désapprouve, comme par exemple le vice guerrier, le vice de l'honneur qu'on retrouve par exemple dans des républiques ou dans des démocraties, où les citoyens se mettent à développer une forme d'ego qui les porte à devenir extrêmement belliqueux, et ce qui peut mettre en danger la paix civile. Mais toutefois, si le tyran peut faire des réformes et peut essayer d'éduquer son peuple, il ne peut le faire en dernière analyse que par la peur, ce qui fait que la tyrannie est incapable d'enseigner la justice à ses citoyens. Parce que ceux-ci sont dans un rapport qui donc du coup n'est pas encadré par la loi, et n'est encadré que par la bonne volonté et par le besoin d'affection du tyran. Donc ils sont dans une relation qui n'est pas une relation de justice. Et finalement, c'est dans cette précarité, ces faiblesses, que se pose la question de l'intervention du philosophe dans la tyrannie. Le tyran est assez malheureux parce qu'il finalement il n'arrive pas à être aimé de ses sujets, il a le sentiment que son pouvoir est précaire, etc. Il est en paranoïa, donc il va demander de l'aide au philosophe. Et là, Léo Strauss se demande, est-ce que le philosophe a intérêt à participer à la politique tyrannique? Léo Strauss va être relativement nuancé, mais il va répondre par la négative. Dans un premier temps, il va reconnaître le fait qu'il y a il y a une tentation dans la tyrannie pour le philosophe, parce que la tyrannie lui offre, effectivement, cette possibilité d'exercer un pouvoir illimité sur la cité, donc de pouvoir réaliser les réformes philosophiques qu'il voudrait entreprendre pour transformer la réalité. Effectivement, le philosophe est dans un rapport forcément d'antagonisme avec la doxa, avec le sens commun, avec le réel tel qu'il existe, en tout cas avec plutôt les humains tels qu'ils se comportent. La tyrannie lui permettrait le plus rapidement possible de pouvoir changer les mœurs des hommes et de pouvoir anéantir les préjugés des citoyens. Mais Léo Strauss va tout de suite nuancer ce propos. Le tyran désire être aimé, comme nous l'avons dit, et en fait le philosophe, lui, il désire plutôt être honoré. Il désire être honoré par des personnes qui sont capables et aptes de comprendre ce qu'il y a d'honorable, de bon
chez le philosophe, le fait qu'il est sage, le fait qu'il est vertueux. Or, la politique, c'est être aimé par tous, et par tous les sujets, même les plus médiocres. Et donc pour le philosophe, bien sûr, ça c'est une perte de temps et c'est quelque chose qui l'éloigne de la contemplation et qui n'est absolument pas ce qu'il désire. Finalement, pour le philosophe, s'attacher à la tyrannie, c'est s'attacher aux hommes, aux choses terrestres, et ça ce n'est pas possible, ce serait contraire à sa vocation qui est pour Léo-Strauss la contemplation. Finalement, Léo-Strauss développe un point de vue assez résigné, assez ambivalent par rapport à la chose politique. Le philosophe est forcément en orbite autour du pouvoir, puisque il sait qu'il est l'objet de la persécution du pouvoir s'il développait des thèses qui seraient trop subversives. Il est forcé de collaborer avec le pouvoir, ou du moins de s'en méfier, de faire attention. Et on retrouve ici presque des lignes biographiques, puisque Léo-Strauss était un exilé politique qui a dû fuir l'Allemagne nazie très tôt, pour partir d'abord en Angleterre, puis aux États-Unis, où il ira d'abord à la New School, et ensuite à l'Université de Chicago. Et donc effectivement, il a vécu la persécution et donc a développé cette idée certainement que la philosophie devait se faire en marge des institutions. Et d'ailleurs, il pourra même être critique de la démocratie libérale et de l'université libérale, ce que reprendra un disciple à lui, Alan Bloom, dans un ouvrage sur The Closure of the American Mind. Et qui est Alexandre Kojève ? Alexandre Kojève est un grand philosophe du XXe siècle qui, comme Léo-Strauss, a été un exilé politique. Il est né en Russie et a eu des rapports très compliqués lui aussi à la chose politique. Il a été mis en prison par le pouvoir soviétique et a été après exclu du territoire. Des rapports compliqués avec l'URSS, ça, Kojève en aura toute sa vie. Même après avoir été mis en prison et expulsé, Kojève continuera d'avoir une forme de révérence et d'affection. Il se qualifiera même dans un texte intitulé Sophia de conscience de Staline. Si ça vous intéresse, je vous renvoie à l'ouvrage de Rambert Nicolas, au titre éponyme, La conscience de Staline, ouvrage très intéressant qui est une sorte de biographie intellectuelle de l'auteur. Il a été dans les années 20 en Allemagne, c'est là où il a rencontré Léo-Strauss. Ils sont devenus amis et ont entretenu toute leur vie une correspondance, en tant que se reconnaissant l'un et l'autre comme des excellences et des esprits supérieurs dans une Europe qui était tourmentée. Ensuite, il partira en France, et c'est là où il se fera connaître en héritant du cours sur Hegel, tenu par Alexandre Coiré à la Sorbonne dans le cadre de l'école pratique des hautes études. Dans ce cours, il révolutionnera l'enseignement d'Hegel en insistant particulièrement sur un passage de l'œuvre du philosophe allemand, la dialectique du maître et de l'esclave. Brisons la glace tout de suite. Alexandre Kojève est un hegelien, mais pas un hegelien comme les autres. Finalement, la question centrale de Kojève, c'est qu'est-ce que l'homme ? Et c'est chez Hegel qu'il va chercher la réponse à cette question. Et il trouvera la réponse dans un texte, un passage de Hegel qui est présent à la section A et au chapitre 4 de la phénoménologie de l'esprit d'Hegel, c'est-à-dire la dialectique du maître et de l'esclave. C'est ce passage, et plus généralement une réinterprétation de la philosophie hegelienne, qui va donner à Kojève son anthropologie, sa conception de l'homme. Selon Kojève, en reprenant la dialectique du maître et de l'esclave, l'être humain est mu par un désir de reconnaissance. En tant que maître, pour devenir maître, il veut être reconnu dans sa dignité et dans sa supériorité par un autre maître. Cependant, en le faisant, eh bien, il doit obtenir et même extorquer cette reconnaissance, puisque l'autre maître, lui, ce qu'il veut, c'est être reconnu, et non pas reconnaître. Ce faisant, il va dominer le maître, et s'il obtient sa reconnaissance, il va en faire un esclave. Étant devenu un esclave, la reconnaissance qu'il donne au maître n'a plus de valeur, puisqu'il est devenu un esclave, un être inférieur. Cette conception est donc une conception tragique et violente de la nature humaine, qui est mue par un désir qui ne peut jamais être satisfait, et donc qui le met en chemin d'une lutte, même Kojève va parler de lutte sanglante, qui est infinie pour l'homme. Et donc, que ce soit au plan individuel ou au plan collectif et historique, l'homme n'est jamais satisfait et est toujours mu par ce désir de reconnaissance qui ne peut jamais être satisfait. Cependant, ça c'est en 1927. Maintenant, portons-nous en 1949. C'est là où est publié aux États-Unis On Tyranny, donc qui deviendra Sur la tyrannie de Léo-Strauss, et c'est Alexandre Kojève qui propose à Léo-Strauss de publier en France son ouvrage chez Gallimard, puisqu'il a un tuyau auprès de Raymond Queneau qui, comme d'autres membres de sa génération qui ont été comment marqués par le cours de Kojève, sont restés ses proches. On peut penser à des auteurs comme Raymond Aron ou voire Jacques Lacan. Vraiment, Kojève a eu une influence extrêmement importante sur l'intelligentsia française. Donc Kojève propose à Strauss de publier sur la tyrannie, et bon, Kojève, voilà, c'est un peu un mec... Voilà, le mec un peu provocateur, le mec un peu, voilà, il aime bien sticoter, donc il se propose de faire en même temps un commentaire du texte de Strauss et de le publier avec, dans l'édition française, ce commentaire que nous allons étudier dans cette vidéo, c'est Tyrannie et sagesse. On a vu ensemble que Léo-Strauss, lui, avait une vision relativement pessimiste du rapport possible entre la tyrannie,
en tout cas la politique autoritaire, et le philosophe. C'est cette vision pessimiste que Kojève va critiquer dans son commentaire. Et Kojève va aller assez loin, parce que non seulement il dit que le philosophe a intérêt de conseiller le tyran, de s'engager en politique, mais même il dit que c'est une nécessité historique et politique, que le philosophe n'a pas le choix. Dès l'incipit de son commentaire, Alexandre Kojève n'est pas à une provocation près, il affirme triomphalement que les totalitarismes contemporains réalisent l'idéal antique de la bonne tyrannie. Oui, le mec n'est pas à une provocation près. Là, entre Léo Strauss et Alexandre Kojève, on est face à deux edgelords. Pourquoi ? Parce que selon Kojève, ces tyrannies font le bien de leur sujet en réalisant un idéal économique et social par la voie de la pédagogie, en fait la propagande, les grands travaux, les louanges, les mérites, en réalité le fait de faire adhérer les citoyens à un projet qui les porte à exceller, à se dépasser humainement. On retrouve ici bien sûr les affinités de Kojève pour l'URSS et affinités relativement ambiguës du reste, mais on sent bien ici un travail apologétique de nuancer effectivement le caractère diabolique des totalitarismes et d'en fait de les ramener à un modèle tyrannique peut-être plus domesticable. Oui, faudrait quand même pas mordre la main qui nous a jetés en prison et en dehors de Russie quand même. Mais Kojève reconnaît que si ces totalitarismes ont atteint l'idéal d'une tyrannie bonne, c'est au terme d'un processus historique. Et c'est ici que Kojève va s'intéresser moins à la question de si la tyrannie est bonne ou pas, que celle du processus historique qui a permis cet avènement de totalitarisme sur la planète, qui pour lui est le résultat de l'histoire occidentale. Et ce processus historique, c'est pour lui l'alliance objective qui a eu lieu entre le philosophe et le tyran. Pour Kojève, ce processus historique explique pourquoi il est plus que jamais nécessaire au philosophe de s'engager en politique auprès du tyran, mais surtout ce processus historique explique pourquoi le philosophe ne peut pas exercer sa philosophie en dehors de l'histoire et en dehors de l'action politique. Ce sont ces deux points qui distinguent fondamentalement Kojève de l'analyse de Strauss. Dans son commentaire, et c'est certainement son apport le plus saillant, Kojève fait descendre le philosophe sur Terre. Finalement, Kojève réintègre le philosophe dans son anthropologie générale. Le philosophe est un être humain comme un autre, et donc il est soumis aux deux constantes de l'humanité selon Kojève, la soumission à l'histoire et la soumission au désir de reconnaissance, les deux étant bien sûr indissociables, puisque le désir de reconnaissance, comme nous l'avons vu, est le moteur de l'histoire. Pour le tyran, on voit à peu près cette idée de reconnaissance, puisqu'on a vu ensemble que le tyran a un désir d'être aimé chez Léo Strauss. Donc là-dessus, on pourrait dire que Strauss et Kojève sont relativement d'accord. Le tyran a besoin d'être aimé, a besoin d'être reconnu, et c'est pour ça qu'il fait de la politique. Mais le philosophe, dans l'imaginaire classique, et chez Strauss, le philosophe est plutôt associé à un idéal aristocratique, à l'isolement et à la contemplation. Finalement, être reconnu l'intéresse assez peu, ce qu'il veut c'est surtout retrouver la vérité. Et Kojève casse cette icône, casse cette représentation en affirmant que le philosophe lui aussi ému par un désir de reconnaissance. Il renvoie finalement dos à dos le tyran et le philosophe. Ce sont deux personnes qui cherchent à être reconnues mais qui le font de deux façons différentes. Et ce sont en fait finalement, ils participent de la même personnalité audacieuse qui est prête à l'autoritarisme pour réaliser leur projet de réforme. Kojève va très loin puisque finalement il réinterprète l'histoire occidentale et l'histoire de la philosophie comme une alliance sous-jacente, souterraine quasiment, entre le tyran et le philosophe. C'est cette alliance qui est, comme je vous l'ai expliqué, le progrès historique, qui est la source du développement de l'histoire selon Kojève. Effectivement, les deux ont beaucoup à s'apporter, selon Kojève. Le philosophe peut apporter au tyran sa maîtrise de la dialectique, c'est-à-dire sa maîtrise du discours, de l'argumentation, et pour Kojève, la politique, c'est avant tout du discours. Et donc, le tyran peut obtenir du philosophe une philosophie qui va lui permettre de dominer et d'être reconnu par ces sujets. Notamment, et ça c'est quelque chose sur lequel Kojève a beaucoup insisté, Kojève se revendique de son éthique et de son idéal hegelien, et donc pour lui, l'un des concepts les plus importants qui a été apporté par la philosophie, c'est le concept d'empire et le concept d'état universel. Selon lui, les philosophes ont finalement tous travaillé à produire progressivement ce concept d'un état qui pourrait recouvrir la Terre entière et homogénéiser les individus en les soumettant à la reconnaissance du même état. En gros, ça veut dire homogène, dans le sens qu'il n'y a plus de différence entre les citoyens parce qu'ils partagent tous le fait d'être reconnus par le même État et ils reconnaissent en retour cet État et donc entrent dans une communauté qui les unit ensemble dans le même destin commun. En retour donc, le tyran permet aux philosophes de réaliser cet idéal philosophique universel en produisant un empire et il ne peut le faire que par la voie
tyrannique qui permet de subjuguer et de faire adhérer les citoyens du monde à cet idéal philosophique. Donc Kojève va très loin en disant que le philosophe, qu'il le veuille ou non, a une vocation autoritaire finalement. C'est-à-dire qu'en gros, il a besoin de la politique pour réaliser son idéal. Mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que le philosophe ne pourrait pas rester dans la contemplation ? Pourquoi est-ce qu'il a tant besoin de réaliser par la politique ses concepts ? Eh bien, Kojève développe une critique assez intéressante ici de la conception que Strauss a du philosophe, qu'il qualifie de attitude épicurienne. Finalement, Kojève dit que traditionnellement on pense que le philosophe doit rester dans la contemplation, mais il dit que ce qui est sous-jacent à cette conception, c'est une conception déiste au final. C'est en gros penser que le philosophe pourrait accéder à la vérité à tout moment par la contemplation isolée, c'est penser qu'il y a un accès à l'être qui serait immuable, fixe, inchangé, toujours disponible. Et il dit qu'en fait, la seule façon de pouvoir penser ça, la seule façon de pouvoir croire que cela existe, c'est de croire en l'existence de Dieu. Dieu qui serait la garantie, le support de cette vérité, de cet être auquel on pourrait toujours accéder par la contemplation. Au contraire de cette conception, Kojève oppose sa conception hegelienne qu'il appelle athée et radicale, dans laquelle il estime qu'il n'y a pas de Dieu et donc que la seule façon de pouvoir garantir la vérité, c'est dans l'histoire en fait. La vérité, l'être, se réalise dans l'histoire et dans la société. Là-dessus, Kojève développe des arguments assez drôles au final, mais qui sont finalement assez difficiles à réfuter. En gros, il estime que si on est dans une conception épicurienne, eh bien, qu'est-ce qui distingue un philosophe tout seul, un anachorète qui tiendrait un discours, et un fou. C'est-à-dire, en gros, il dit, finalement, les deux ont raison pour eux-mêmes, ils ont raison face à eux-mêmes, mais finalement, la seule façon, nous dit Kojève, de sortir de la folie et de pouvoir distinguer un discours rationnel, raisonnable, et un discours dément, c'est la confrontation avec les autres. C'est ce désir de reconnaissance, c'est le fait de réussir à produire des disciples, le fait de convaincre les autres. Kojève donne une vocation autoritaire, mais aussi une vocation sociale, finalement, à la philosophie. Et c'est peut-être aussi parce que Kojève a une conception de l'histoire et de la vie sociale entre les hommes qui est violente, parce qu'elle est fondée sur la lutte sanglante, que la vocation sociale de la philosophie se résout souvent en vocation autoritaire. Mais finalement, il y a quelque chose d'assez stimulant dans le commentaire de Kojève, c'est de finalement critiquer la conception de Strauss d'un caractère éminemment privé de la philosophie. Effectivement, comme on l'a vu, chez Strauss, le philosophe doit avant tout vivre à l'écart de la politique pour pouvoir contempler la vérité de la façon la plus paisible possible en évitant le risque de persécution. Mais Kojève dit que finalement, il y a un grand danger dans ce rapport privé à la philosophie, dans ce cadre privé, c'est le danger du sectarisme. En fait, Kojève dit que, oui, bien sûr, le philosophe doit se protéger des préjugés de la foule, doit éviter sa persécution, mais qu'est-ce qui assure que le philosophe ne tomberait pas dans d'autres préjugés en se réunissant avec une petite clique de disciples avec lesquels il passerait ses journées ? Kojève nous dit que finalement, il troquerait tout simplement les préjugés de la foule pour ceux de son groupe, des préjugés, mais des préjugés aristocratiques cette fois-ci. Finalement, le seul moyen pour le philosophe de se protéger des préjugés et de réaliser la vérité, eh bien, c'est de s'engager dans l'histoire, finalement. C'est de se confronter aux autres et d'agir, de travailler pour être reconnu par les autres, et c'est de cette façon-là qu'il pourra garantir la vérité de son enseignement. Bien qu'il commençait son texte en faisant un lien très fort entre la tyrannie et la philosophie, en disant presque le tyran qui se révélait dans le moment révolutionnaire était celui qui permettait de porter dans l'histoire les grandes philosophies révolutionnaires, parce que tout philosophe pour Kojève est révolutionnaire parce qu'il s'oppose à la doxa, à la façon de penser commune, et donc il y a forcément une sorte de lien consubstantiel et historique entre les deux. Et bien il finit son texte sur la possibilité d'une rupture. Kojève cite ainsi Alexandre le Grand qui réalise la philosophie aristotélicienne, ou Napoléon qui réaliserait la philosophie des Lumières. Il y aurait un risque de rupture parce que même si, bien sûr, là-dessus, Kojève ne revient pas là-dessus, le philosophe doit s'engager dans l'histoire, eh bien, il y a une possibilité que la politique dégoûte ou finalement trouble le philosophe parce que la tyrannie, le régime autoritaire, ça Kojève ne le cache pas, est toujours violente et ça peut choquer l'éthos du philosophe. Mais là-dessus, il y a une forme de tragique qu'on retrouvera toujours dans l'œuvre de Kojève, c'est que le philosophe finalement est, comme il le dit, pressé, poussé en politique. Et donc, le philosophe est obligé de faire la politique parce que la politique définit le cadre social dans lequel il peut faire son enseignement, et aussi, c'est tentant pour le philosophe de profiter de la tyrannie pour réaliser
des réformes sociales de grande envergure. Finalement, Kojève rejoint un peu Léo-Strauss, c'est que le philosophe, sa vocation principale, c'est quand même la recherche de la vérité. Donc, la politique n'est que secondaire dans la vie du philosophe, et celui-ci veut en être débarrassé le plus vite possible. Et c'est peut-être là aussi un autre argument en faveur de la tyrannie, et c'est ce qui fait que Kojève ne parle pas des autres régimes politiques, c'est que la tyrannie, eh bien, elle est expéditive. Elle est rapide parce qu'elle a des moyens les plus rapides et violents pour réaliser ses fins. Mais là, on retrouve toujours donc la contradiction chez Kojève qui est éternelle entre sa conception de l'humanité qui est finalement assez violente, hein, qui suppose toujours une sorte de lutte sanglante continue pour le progrès de l'histoire, et en même temps son adhésion à la philosophie et au savoir absolu hegelien, et donc de cette façon un idéal de connaissance et de civilisation qu'il continue quand même de porter. D'ailleurs, un des disciples autoproclamés de Kojève, Francis Fukuyama, écrira 50 ans plus tard un ouvrage qui prendra le contre-pied de Kojève en défendant que le meilleur régime pour assurer la reconnaissance n'est pas l'État universel autoritaire, tyrannique, mais la démocratie libérale universelle. Mais ça, on le verra dans un prochain épisode.